Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour François-Xavier Vine. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à vous d'être venu jusqu'à Épinal. Alors racontez-moi, François-Xavier, comment et pourquoi vous êtes devenu avocat ? C'est une question toujours compliquée. Ce que je me souviens, c'était au temps du collège où j'ai voulu devenir avocat. Et le hasard fait qu'on donne quelquefois des petits cours, des démonstrations du métier au métier d'avocat. Et lorsqu'on a 12-13 ans, il y a quelque chose qu'on n'aime pas, c'est l'injustice. On veut que tout soit carré, c'est peut-être un peu psychorigide, mais c'est se dire que les injustices, ça ne doit pas exister. Et je trouvais que le métier d'avocat, ça permettait d'être quelqu'un qui facilite à régler les injustices. C'est comme ça que je voyais la profession au départ. Donc tout le temps de la scolarité, j'envisageais cette profession comme essayer, j'utilisais un peu toujours ce terme parce qu'on fait souvent de la médiation, qu'on reçoit des gens, mais d'arrondir les angles, de diminuer les conflits qui pourraient naître ou de défendre les gens lorsque les conflits sont déjà là, parce je suis convaincu qu'on peut trouver une solution à tout. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai commencé la fac de droit. Et puis, toutes les études et tout, ça ne m'a jamais découragé, ça m'a confirmé dans ce choix-là. En 2013, je suis sorti de l'école d'avocat et je me suis aussitôt inscrit au barreau d'Épinal. Ouais. Vous venez d'Épinal ? Alors, moi je suis natif de Neufchâteau. Il faut connaître le département des Vosges. C'est un département qui est tout en longueur. Épinal est au centre et il y a deux sous-préfectures. Neufchâteau qui a 1 heure vers l'ouest et Saint-Dié qui a 1 heure vers l'est. D'accord. Donc Épinal est plutôt centré, c'est le seul tribunal judiciaire des Vosges depuis la précédente réforme de Madame Dati. Donc il y a un seul tribunal judiciaire et quelques annexes sur Saint-Dié. J'ai commencé donc en 2013 sur Épinal en tant que collaborateur. Alors collaborateur, à mon sens, c'est quand même indispensable d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience pour nous apprendre le métier. Moi j'ai commencé au cabinet de maître Gérard Velzer qui avait de très grands dossiers. J'ai notamment travaillé sur le dossier des surradiés d'Épinal, qui était extrêmement intéressant. Et après 8 ans, après avoir formé pendant 8 ans à ce cabinet, je me suis installé à Neufchâteau, donc la sous-préfecture à 1 heure de route d'ici. Ok, on va revenir sur tout ça. Vous avez fait vos études à Nancy ? Oui, ouais. Oui, fac de droit de Nancy. C'est la fac j'imagine, un peu évidente dans le coin ? Alors, il y a une petite particularité, il faut vraiment penser milieu rural parce que c'est pour ça on que est je pose la vraiment un question. département très rural. J'insisterai là-dessus, mais en étant à Neufchâteau, donc on fait collège, lycée, le même bloc à Neufchâteau. Neufchâteau, c'est à 1 heure de route d'Épinal. Il y a une fac de droit à Épinal, mais il y a une vraie problématique de transport en commun. C'est compliqué de faire Neufchâteau-Épinal et encore à ce jour en bus ou en train. Et tous les lycées, une grande partie des lycéens de Neufchâteau vont faire leurs études à Nancy parce que Nancy n'était qu'à 40 minutes de route. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers la fac de droit de Nancy qui est dans un autre département plutôt que celle d'Épinal. Et vous dites qu'ensuite vous avez fait donc fac de droit à Nancy, j'imagine école des avocats à Nancy aussi ? Non, l'école des avocats, elle est à Strasbourg. Elle est à Strasbourg. Pour tout le Grand Est. C'est l'ERAG, l'école régionale des avocats du Grand Est. Et c'est maintenant la région Grand Est. En fait, c'était, le découpage de l'école d'avocats était celle qui allait devenir celle des régions. Et vous commencez votre collaboration, donc c'était à Épinal ? À Épinal, oui. À Épinal. Pour vous, c'était, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment vous avez envisagé de partir dans une autre ville, dans une autre région, voire à l'étranger pour faire des études ? Alors, la question de l'étranger, j'ai toujours été fan de voyage, comme beaucoup de monde, et j'avais eu la chance de faire Erasmus lors de ma 2e année de faculté de droit. J'étais allé en Espagne, à Salamanca. J'ai compris que si du jour au lendemain il fallait partir dans un pays pour y travailler, je saurais m'adapter. Donc, c'était une hypothèse, mais que je cherchais pas plus que ça. Peut-être que si j'avais eu l'occasion, je me serais posé la question, mais en réalité, ça n'a pas été le cas. J'avais fait 5 ans à Nancy, j'avais découvert la ville de Nancy, je pense que j'en étais arrivé un petit peu au bout. J'ai pas eu un amour extrêmement particulier à la vie nancéenne. À Strasbourg, quand j'ai fait l'école d'avocat, je me suis investi sur Strasbourg, j'ai cherché un stage, vous savez quand on fait en école d'avocat ? Ouais, le stage final. On a le stage 6 mois PPI, donc il y avait les 6 mois d'école à Strasbourg où j'avais pris un logement sur Strasbourg. J'ai fait en sorte de faire le stage de 6 mois. En plus, c'était à l'Automobile Club Association de Strasbourg pour aussi vivre la vie strasbourgeoise et voir ce que c'était. C'est une très grande ville, Strasbourg.
Je me suis rendu compte que pour moi, mes choix de vie personnels, il me fallait pas une grande ville. C'était pas conforme à ce que j'aurais souhaité faire. Alors j'ai des copains qui sont partis au Luxembourg, d'autres à Paris, qui vivent la grande ville, qui vivent l'appartement. Pour moi, le confort de vie n'y est pas. Alors, on a toujours en mémoire le prix de l'immobilier, l'installation. Enfin, on va pas comparer un logement sur Épinal et un logement sur Paris. Mais la base de vie, c'était la vie personnelle, c'est de se dire, entre 2 jours de travail ou un week-end, je peux pouvoir aller me balader en forêt, faire du VTT, faire ce genre de choses. Et vous regardez par ma fenêtre, vous voyez la forêt de votre chaise. Oui, et j'ai passé 10 jours à me balader dans les forêts des Vosges, donc je confirme que vraiment tout est accessible et que c'est un cadre vraiment sublime. Et donc, vous commencez à Épinal, donc dans le cabinet. C'est aussi là que vous avez fait votre stage final ? J'avais fait mon stage de 6 mois en tant qu'élève avocat au cabinet Welzer à Épinal, effectivement. Ouais, donc vous avez commencé là-bas et ça s'est poursuivi en collaboration. Tout à fait, ça se passait très bien. J'avais envoyé plusieurs CV, quelques-uns à Nancy, quelques-uns à Strasbourg et quelques-uns à Épinal. C'est vrai qu'il y a un petit peu de hasard pour le stage. J'aurais pas été contre l'idée de faire un stage un peu plus éloigné, quitte à découvrir. J'avais même envisagé par un temps le stage PPI de le faire aux États-Unis, mais ça n'avait pas marché. Pour le stage avocat, en tout cas, j'aurais pu aller dans une autre ville. J'étais prêt à découvrir autre chose et je suis arrivé un petit peu par hasard sur Épinal et ça a tout de suite matché. Ouais. Donc 8 ans avec cet avocat qui travaillait sur des gros dossiers. Donc vous avez parlé des irradiés d'Épinal. Oui. Un dossier donc tout de suite en dommages corporels. Tout à fait. Tout à fait. C'était une volonté de votre part, ce domaine d'exercice ? Alors, à Épinal, c'est principalement des cabinets d'avocats généralistes. Il y a quelques grandes enseignes nationales qui font du fiscal ou du droit des sociétés, mais tous les autres cabinets d'avocats ont un contentieux généraliste avec des avocats assez spécialisés dans certains domaines. Mais un même cabinet traitera du divorce, traitera d'une affaire pénale et traitera d'une affaire d'un conflit de voisinage. On a tous des cabinets assez généralistes. Et au cabinet de Maître Welzer, il y avait beaucoup de dossiers, beaucoup de contentieux et des contentieux extrêmement intéressants parce qu'il avait une renommée nationale, hein, ça c'est certain. Et le dossier des surirradiés d'Épinal, effectivement, ça a été le premier dossier où j'ai pu connaître la matière du dommage corporel. Donc vous avez eu une activité généraliste vous aussi dans ce cabinet où vous avez principalement travaillé sur ce dossier ? Je me rends pas compte quelle est la masse en fait. La masse de dossiers, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'heures de travail à la semaine, bien sûr. Oui. Non, je travaillais pas que sur les dossiers de dommages corporels. À l'époque, il y avait une répartition des dossiers. Je faisais les préparations des dossiers pénaux pour certains associés. J'en plaidais certains également. Et j'avais la plupart des dossiers de dommages corporels et aussi un peu de contentieux de famille. Et donc 8 ans. Pendant 8 ans, tout à fait. Ouais, c'est presque long. Alors, c'est vrai que par une époque, j'étais le plus ancien collaborateur. Ouais. Parce que le va-et-vient des collaborateurs, surtout dans les grands barreaux, on le connaît. À Épinal, beaucoup moins. Mais ces 8 années merveilleuses, il y a eu des hauts débats, mais ça s'est très, très, très bien passé. J'ai extrêmement bien appris. Je garde toujours de très bons souvenirs de tout ce que j'ai pu avoir, de tous les conseils qu'a pu me donner Maître Welzer. Même lorsque je commettais quelques erreurs, je trouve que les réprimandes que j'ai pu avoir étaient totalement justifiées et j'ai particulièrement appris. Alors 8 ans, est-ce que c'est long ? C'est passé très vite. D'une année à l'autre, à chaque fois, l'année passée, on en recommençait une autre, on en recommençait une autre. Je pense que c'est véritablement un minima pour se former avant de s'installer, très, très sérieusement. Vous n'avez pas eu on va dire, quand ça gratte de s'installer trop avant ? La petite envie de tuer le père, de créer son cabinet. Je sais même pas si c'est mais peut-être que c'est tuer le père, mais même ne serait-ce que vous de prendre votre indépendance, mais peut-être que ça peut être une vision des choses de tuer le père. Ouais. Je rigole un petit peu en disant ça. Si au bout d'un moment, au bout de 8 ans, se poser des questions, 8 ans dans le même bureau, il y a une routine qui commence à se créer. Et j'avais toujours ce vague désir de retourner sur Neufchâteau, là d'où je viens, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, faut s'envisager dans le milieu de la ruralité. Lorsque vous habitez Neufchâteau, si vous voulez voir un avocat, alors il y a des avocats sur Mirecourt, enfin, il y a quelques avocats à une petite demi-heure de route, mais le tribunal est à 1 heure. Et je trouvais que, ayant fait ma scolarité, ayant grandi sur Neufchâteau, ça me semblait important, au moins un moment dans mon parcours de vie, de recréer un cabinet là-bas. Il n'était pas possible de cumuler collaborateur à temps plein au cabinet de Maître Welzer et d'avoir une annexe secondaire à Neufchâteau.
Et oui, au bout de 8 ans, je me suis dit, je vais changer de système de travail, quitter cette collaboration pour m'installer, ce qui est une prise de risque. On ne fait pas le malin qu'on le fait. Alors effectivement, il y a des dossiers, il y a les commissions d'office, mais il fallait le faire, il fallait sauter le pas. Et je pense qu'au bout de 8 ans, c'était un cheminement qui semblait logique. Sans cette forme de routine et aussi une envie de rendre à votre terre d'origine de votre savoir, ce que je comprends, c'est une envie de contribuer aussi à la région, à la ville d'où vous venez, par vos compétences, sachant qu'il manque manifestement de bras sur place. En fait, sans ça, vous étiez bien. Avant qu'on parle de votre installation, vous avez parlé du fait que vous avez beaucoup appris auprès de cet avocat et qu'il y a notamment des leçons qui vous ont marqué. Qu'est-ce que vous gardez de cet enseignement avec ce grand avocat ? Il y a tellement de petites anecdotes ou de petites citations ou de choses que je retravaille à chaque fois dans des dossiers ou que je m'amuse à répéter à mes associés. Là, j'ai pas d'exemple concret. Je pense à des petites blagues, à des petites choses, mais ce serait plus de la private joke. C'est surtout dans la façon de comprendre un dossier. Je vais vous en donner un exemple très simple que parfois j'ai des confrères, ils ne l'ont pas. Maître Welzer, il nous expliquait, il le disait toujours, et c'était très important, lorsqu'il y a un délibéré. Le délibéré, on explique au client, il sera rendu à telle date, mais ce sera peut-être à J+1, J+2, des fois les greffiers ont un peu de retard, c'est toujours compliqué. Quand on est sur un divorce ou quelque chose où on sait à peu près où il va aller, le délibéré, il n'y a pas de grosse surprise, quelquefois on voit qu'il n'est pas rendu le jour même et on ne prévient pas le client que ce sera rendu un peu plus tard. Enfin, on essaye de le faire, mais quelquefois on ne le fait pas. Et Maître Welzer me disait toujours, mais imaginez-vous, c'est comme si vous attendiez le résultat d'une analyse médicale. Quelqu'un qui vous confie un dossier, c'est quelque chose qui est très important pour lui, ce sera peut-être le seul de sa vie. Si vous lui dites que le délibéré, c'est au 30 janvier, le 30 janvier, si vous ne l'avez pas, vous l'appelez pour lui dire que vous ne l'avez pas. Vous l'aurez peut-être demain. Et si c'est pas demain, vous le rappelez. Ou sinon, vous lui dites un peu plus tard s'il est prorogé. Mais toujours tenir informé. Et ça, je me souviens tout au début, j'avais pas conscience de cette importance-là. Et ça, il nous le rappelait. Mais encore aujourd'hui, je vois des confrères ou certaines parties adverses qui ne sont même pas informés de leur délibéré. Alors que maintenant, moi, je fais un point d'honneur. À chaque fois que j'ai une date notée à l'agenda, je sais que si j'ai pas la décision, qu'elle n'est pas rendue, qu'elle n'est pas en RPEA, que je ne l'ai pas au greffe, c'est coup de fil obligatoire au client, puis derrière tous les jours un mail pour dire je l'ai toujours pas, je vous le renvoie. C'est des petites choses comme ça, de comprendre l'importance des clients qui nous font vivre et ce pourquoi on est là pour eux. C'est vrai que c'est une vraie difficulté quand on est du côté du professionnel, en fait, de pas rentrer dans cette routine où nous on se dit un délibéré, aujourd'hui, demain, voilà, et de garder en tête que de l'autre côté, en fait, de la table, il y a quelqu'un pour qui c'est peut-être la seule fois qui verra un avocat, que pour lui, tous ces détails ont une importance capitale. En fait, c'est vrai que ça fait la différence, mais je pense que dans toute profession, il y a presque ce piège d'oublier, en fait, que de commencer, tomber dans la routine. Tomber dans cette routine, ouais. Et donc, vous vous installez donc, à Neufchâteau. Comment ça se passe ? Vous êtes tout seul au début ? Comment ça se passe ? Non, vu de ce que j'avais appris de ces années au cabinet, pour moi, c'est un métier qu'on ne peut pas faire seul, avocat. Je sais qu'il y en a qui le font, je suis toujours très admiratif. On ne peut pas se couper en 2 ni en 3. Ça me paraissait impensable de se lancer seul, très honnêtement. Et au barreau d'Épinal, j'ai rencontré un avocat qui s'appelle Alexandre Chapreau, avec lequel on partageait les mêmes méthodes de travail, avec qui on s'entendait très bien, et qui, à un moment donné, lui aussi arrivait au bout de sa collaboration, l'envie de créer une structure. Donc on en a un petit peu discuté, et en l'espace de 6 mois, le projet était né. Le projet est né. Vous vous êtes installés tous les deux à Neufchâteau, ou vous avez tout de suite créé un cabinet avec 2 bureaux ? Alors, c'est encore cette difficulté d'éloignement géographique. Ouais. La priorité, c'était de trouver un local à Neufchâteau, qui est notre local principal. La grande majorité de nos dossiers sont des clients de Neufchâteau. Le reste, c'est quelques petites permanences ou d'anciens clients du secteur qui reviendraient. Non, la priorité, ça a été de trouver un local sur Neufchâteau. C'est pas forcément évident de trouver un local cabinet d'avocats, surtout en petite ville. Qu'est-ce qui est difficile ?
C'est le marché. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une petite ville, on cherche toujours la perle rare. Mais soit on a des choses en façade qui sont des commerces, avec des grandes vitrines et pas forcément des locaux, enfin des surfaces commerciaux, une surface commerciale qui n'est pas adaptée à la profession. Soit lorsqu'on cherche en centre-ville, ce sera souvent de la vieille ville avec des vieux appartements chauffés au radiateur électrique. Et il faut trouver un mix entre les deux. Et on a eu un coup de chance, on a trouvé un petit local qui était loué 15 jours à partir du moment où on a commencé les recherches. On a tout de suite sauté dessus pour le prendre, et on est dans une rue très passante. Maintenant, je vais pas trahir un secret, mais on cherche un autre local, on va s'installer dans un autre local, on reprend une agence de mutuelle pour installer nos bureaux, quelque chose de beaucoup plus grand, et on est assez fiers. C'est un petit peu l'enfant du pays qui est content de s'installer et de créer une petite activité. Bon, c'est pas une TPE avec 50 salariés, bien sûr, mais on est assez fiers de s'installer dans ce bâtiment-là. Faut connaître Neufchâteau. Il y a une rue commerçante qui se vide de plus en plus. On prend un local qui est juste à côté de cette rue commerçante et ça va recréer un petit peu de dynamique, et on est heureux pour ça. Vous avez été confronté à la question des locaux commerciaux qui sont pas adaptés à la profession, pas adaptés plutôt à l'intérieur, pas adaptés parce que vous étiez pas à l'aise avec le fait d'être en rez-de-chaussée avec une vitrine. Je pense notamment, j'imagine que vous avez entendu parler du cabinet AGN et de leur déboire déontologique autour de cette vitrine cabinet d'avocats. Voilà, qu'est-ce qui vous, où s'est située la difficulté sur ce point? Il faut faire le bon coin Ouais. et voir l'offre de ce qu'il y a pu avoir. On a visité des choses avec Medcha Pro. Fallait voir, je me rappelle d'un ancien bar qui avait été abandonné depuis 15 ans. On était un petit peu optimiste en se disant on va faire des travaux. C'est pas tellement le concept AGN avec la visibilité vitrine. C'est vrai qu'ils étaient allés un peu fort et ça avait dû faire jaser certains barreaux. Moi, ça m'avait pas spécialement choqué parce que je pense que dans l'avenir, ça se verra de plus en plus ces appels d'offres qu'on voyait que sur Internet, parce qu'on les voyait sur Internet divorcés pour 249 €, sauf que là c'était matériellement sur une vitrine et ça a pu choquer. Maintenant, le côté vitrine, c'est vrai qu'on peut pas recevoir des gens en étant vus depuis la rue. Donc c'est vraiment une question quand je parlais de cet élément-là, c'était une question purement matérielle, de dire voilà, j'ai 60 mètres carrés de surface, je pourrais avoir une vitrine, mais il faut que je cloisonne à minima pour faire un accueil, et c'était techniquement pas possible. Ouais, c'est pas le côté vitrine qui me choquait, c'était l'aménagement intérieur, et le marché de l'immobilier, ça peut être assez complexe, même en étant locataire et même en disant on est avocat, on veut mettre un cabinet d'avocat, ça fait 10 ans qu'on travaille, c'est pas forcément évident. Ouais. De convaincre les bailleurs en fait aussi. On n'a pas eu ce problème-là, mais pour des surfaces commerciales, ça aurait été un problème. Là, on a pris concrètement, c'est un appartement qu'on a aménagé en bureau, un appartement qui était rez-de-chaussée, donc on pourrait, ça pourrait très bien être un bureau d'origine. Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'aurais plutôt imaginé qu'au contraire, dans ces villes-là, finalement, qu'il y aurait beaucoup d'immobilier disponible et donc que ce serait assez facile de se domicilier. Mais vous voyez, c'est pour ça que ces discussions sont intéressantes. Ça permet aussi de casser des idées préconçues sur les contraintes et les avantages de certaines localités par rapport à d'autres, quoi. Parce que vous avez une vision parisienne. C'est sûr qu'à Paris, il suffit qu'on dise mètres carrés libres, c'est tout de suite pris à un prix exorbitant. Bien sûr qu'il y a des logements vacants et des commerces vacants, des surfaces dans les Vosges qui sont vacantes, mais pas adaptables à notre profession en tout cas. Et côté activité, donc moi ce que je comprends c'est que ça fonctionne bien. Aujourd'hui vous changez de locaux, vous vous agrandissez, tout ça, mais comment est-ce que ça s'est développé? Quels ont été les premiers clients? J'entends qu'aujourd'hui le gros de votre activité est toujours là-bas, donc ça veut dire que ça s'est quand même vraiment bien développé là-bas et que vous n'avez pas été dépendant d'une activité d'Épinal. Mais oui, je suis curieuse de ces débuts d'activité dans cette installation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à Épinal. On n'est pas à Paris ou dans une grande ville. Ouais. Et quand on dit collaboration, à Épinal, ce sont de vraies collaborations. Libérales. J'explique un petit peu la nuance du propos. C'est qu'une collaboration, c'est de dire on travaille pour un cabinet principal qui nous donne une rétrocession, mais on travaille grosso modo à, 70-80%, il n'y a pas de règle écrite, mais à côté de ça, on peut assurer nos propres permanences et développer notre clientèle personnelle. À Épinal, c'est totalement possible de faire ça, que dans des grandes villes, finalement, on voit des collaborateurs qui ne travaillent
que ou quasi exclusivement pour leur patron, et puis à la limite 2-3 dossiers du copain pour dire que... Et c'est exactement ça. C'est une réalité. À Épinal, les collaborateurs, alors peut-être pas la première année, enfin moi la première année non, parce qu'on n'a pas les clients qui sont encore là, mais avec les permanences, avec les clients qui reviennent d'une année sur l'autre, avec les recommandations, finalement, on peut se permettre d'avoir une activité qui est à moitié de la collaboration pour son patron. J'aime bien l'expression là pour la blague, mais c'est pas véritablement un patron parce qu'on n'a pas de salaire. Pour son client principal. Voilà. Et une activité libérale de notre clientèle. Ce qui veut dire qu'après 8 ans d'exercice pour moi et 4 ans pour Medchapro, lorsqu'on s'est installé, on avait déjà cette clientèle déjà existante. Donc beaucoup issus, ce que je comprends, de la permanence pénale et de la fidélisation qui s'articule autour de ça. Alors, il y a les permanences pénales, il y a également les consultations juridiques, parce qu'il y a encore ce frein quand on est avocat et surtout en campagne, de se dire oui, mais l'avocat, il va me coûter très cher, combien ça va me coûter ? L'Ordre des avocats d'Épinal, avec le CDAD, la Commission départementale de l'accès au droit, a créé diverses antennes juridiques. Il y en a à Épinal. Alors, vous allez dire que j'aime bien les géographies, mais je me prends un malin plaisir de le citer. Faisons-le. À Épinal, à Neufchâteau, Remiremont et à Saint-Dié, tous les mois ou une fois par mois selon les antennes, il y a des consultations gratuites avocats, souvent dans le CCAS, ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons France Service. Ce qui veut dire qu'il y a des gens le savent, vont à la maison France Service, savent que c'est un avocat qui vient pour donner des conseils juridiques, et au moins ça casse cette barrière qui pourrait exister entre un potentiel justiciable et un avocat. Ouais, j'hésite à décrocher mon téléphone parce que peut-être qu'il va me facturer dès la première minute d'échange. C'est exactement ça. Et combien de fois on a de très très beaux dossiers qu'on a pu avoir, c'est ça, c'est des gens qui sont victimes d'une chose, qui sont mises dans les mains d'une assurance et qui savent pas trop quoi faire, mais alors là j'oriente dommage corporel, j'anticipe un peu, mais qui reçoivent des courriers d'assurance, on me propose 10 000, on me propose 20 000, je sais pas ce que ça vaut, mais si je signe là, j'ai un chèque tout de suite, qu'est-ce que je fais ? Quand des gens comme ça viennent nous voir, ou j'ai un problème avec l'entrepreneur, voilà comment se fait une clientèle. Et souvent, ce sera des gens qui seront entièrement satisfaits parce qu'ils partaient ils s'attendaient pas à grand chose. Ils seront forcément satisfaits parce qu'on aura toujours plus que ce à quoi ils pensaient. Et la recommandation, ça marche énormément dans un département comme les Vosges. Je sais pas comment ça se passe dans les autres départements, mais c'est une règle de commerce. Un client satisfait vous recommandera toujours. Et de fil en aiguille, avec les quelques années derrière nous, la clientèle a commencé comme ça. À Neufchâteau, faut aussi le dire, on est peu nombreux. Donc, on est aussi l'avocat du coin. Ça, plus une bonne réputation, ça permet de faire venir les dossiers, de faire tourner le cabinet. Donc, à Neufchâteau, tout de suite une activité, comme vous dites, assez généraliste. Donc, droit de la famille, j'imagine. Vous faites du droit rural aussi ? Alors, le droit rural, non. Et je pense que c'est un véritable filon. J'ai conseillé à beaucoup de jeunes arrivant sur le barreau d'Épinal de passer la spécialisation droit rural. Il y en a très peu. J'ai un ami, Maître Maillac, sur Villefranche-sur-Saône, à côté de Lyon, qui a passé cette spécialisation-là. C'est un cador en la matière et ça marche très très bien. Je pense tous les avocats que je connais en droit rural, ça marche très bien. J'en connais un sur Nancy qui est extrêmement compétent. J'ai plus son nom en mémoire, mais j'ai travaillé 2-3 dossiers avec lui. C'est un domaine très particulier. Alors bien sûr, on dit j'en fais pas beaucoup, donc je me lance pas. Mais suffit d'en faire un et de connaître les quelques agriculteurs et de relancer, je suis persuadé, j'aurais pas la spécialisation dommage corporel, je pense que j'aurais passé droit rural, très sincèrement. Donc on a dit droit de la famille, donc dommage corporel évidemment, pénal, d'autres domaines d'intervention ? Alors ça c'est les matières que je pratique, mon associé lui fait énormément de droit immobilier, il va envisager de passer la spécialisation d'ici quelques temps, qui est une matière extrêmement intéressante et qu'on rencontre dans de nombreux domaines. Ça peut être je fais des travaux, ça peut être là rien qu'hier c'était j'ai une facture de 35 000 € de panneaux photovoltaïques, mais faut s'en douter ça n'a pas été très bien posé, et aussi de l'expulsion locative ou du paiement ou d'impayé de loyer, ça se rencontre aussi régulièrement. Ok, droit du travail un petit peu ? Alors, droit du travail, c'est mon petit péché mignon. J'ai quelques activités en dehors de mon métier d'avocat, quasi syndicaliste, mais je ne suis pas syndiqué, n'étant pas salarié. Et oui, je fais pas mal aussi de droit du travail pour uniquement de la défense de salariés. Vous les faites du coup, ces activités annexes, donc c'est pas syndicaliste parce que vous n'êtes pas syndiqué, mais c'est dans le cadre de partis politiques, c'est dans le... Oui, j'ai été candidat aux élections législatives côté NUP, on va pas se cacher la couleur.
Et donc j'avais beaucoup de liens avec les syndicats. Et les syndicats, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette notion de rempart. Souvent des salariés n'oseront pas pousser la porte d'un cabinet d'avocats, mais très souvent ils iront voir un syndicat. Et les syndicats savent que s'il faut faire une procédure pour un licenciement abusif, qu'il faut renvoyer vers un avocat, ou certaines fois ils le font. Des fois il y a des défenseurs des salariés qui font les procédures, mais le mouvement syndical pour moi il est extrêmement important pour pour amener le droit jusqu'aux salariés. Ouais. Parce qu'en France, le taux ça doit être 8%, le taux des salariés syndiqués. C'est pas énormissime. Donc il y a ce petit péché mignon, mais globalement, j'entends quand même que vous avez beaucoup concentré vos efforts sur le droit du dommage corporel, et d'ailleurs vous avez passé donc la mention de spécialité. Oui. Ouais. Au bout de combien de temps vous l'avez passé ? J'avais cet objectif de le passer le plus tôt possible. La spécialisation, c'est utilisé par beaucoup d'avocats, mais il y a un titre qui est le titre de spécialiste. Pour obtenir ce titre de spécialiste, il faut faire un dossier auprès du CNB, justifiant la pratique de la matière, et avoir 4 ans d'ancienneté, 4 ans de barreau et 4 ans d'expérience en la matière. J'ai tout de suite commencé au cabinet Welser, et même avant, j'ai envie de dire, parce que mon stage d'avocat parlait déjà du dossier des surirradiés d'Épinal. Donc, j'ai déposé la demande pour candidater à la spécialisation à 4 ans et 1 jour. J'avais noté la date d'anniversaire. Donc, j'ai envoyé mon dossier aussitôt. Coup de chance, je l'ai eu de la première fois. Coup de chance ou coup d'expertise ? Je sais pas. Je pense que la chance était quand même là, mais peu importe. Et ce qui a fait que j'étais le plus jeune spécialiste de France en dommage corporel, vu que j'avais pas redoublé avant, passé aussitôt. Bon, maintenant je ne le suis plus, mais au moins je l'ai été pendant un certain temps. C'était pour dire on évolue, et c'est vraiment une matière qui est intéressante. Parce que les différents types de contentieux, on va pas se mentir, quand on sort de l'école, on les voit, les gens à l'école d'avocat. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans une école d'avocat, rencontrer oui. les élèves. À Strasbourg, c'était assez parlant. Parce qu'il y avait, on était une promotion 90, je dirais, il y avait bien 20-30%, c'était le DJCE de Strasbourg, les juristes économiques. Ouais. Qui pour la plupart sont partis au Luxembourg ou je ne sais où, gagner des fortunes. Et puis derrière, il y avait les pecnos de la campagne. Hein. Moi, j'en suis un, et je le revendique, où on fait des dossiers qui sont au contact des gens. Le dommage corporel, la totalité des dossiers, c'est toujours du monsieur et madame tout le monde, à qui est arrivé un accident de vie qu'on ne souhaiterait à personne, et qui ne savent pas comment faire avec une compagnie d'assurance, ou pire, qui sont pris dans les griffes de la compagnie d'assurance. Certes, ils vont avoir une indemnisation, mais bien loin de ce à quoi elle devrait correspondre. J'ai vraiment adoré, dès le premier dossier que j'ai eu à traiter, d'aller chercher les sous dans les caisses des compagnies d'assurance. Et c'est toujours une grande fierté, un grand plaisir à chaque fois que j'obtiens plus que ce que propose la compagnie d'assurance. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous, la spécialisation, le titre de spécialiste, le diplôme auprès du CNB ? Qu'est-ce qui fait que vous vous étiez dit, voilà, dès que je peux, je le passe ? J'ai l'impression que c'était un objectif qui est apparu très tôt. Donc, oui. Pourquoi c'était si important ? C'est vrai qu'il y a très très bons avocats qui n'ont pas de titre de spécialisation. Ça, c'est pas parce qu'on a un titre qu'on est le meilleur, pas du tout, loin de là. C'était plutôt le côté carriériste, j'aime pas cette expression, mais l'idée, j'étais un petit peu psychorigide depuis on passe le brevet, puis on passe le bac, on essaye d'avoir la mention. Vous êtes un bon élève. Voilà, on ne redouble pas, on fait plaisir à papa, maman, qu'on ramène des bonnes notes, qu'on a les félicitations. C'est papa et maman qui financent les études, donc on redouble pas. Donc on passe la licence 3, on essaye d'avoir des mentions, ça marche pas à tous les coups. On réussit l'école d'avocat du premier coup, ça fait plaisir à maman. On continue comme ça, et arrivé à très bien, vous avez votre CAP avocat. Je dis pas capable, je dis c'est un CAP avocat. Pour remettre, comme beaucoup de CAP, on a notre CAP avocat, très bien, vous pouvez aller travailler. Et après, qu'est-ce que je fais ? J'ai plus d'objectif de bout du tunnel. Et j'ai vu en certificat de spécialisation un petit quelque chose en plus. À dire, voilà, je continue. Maintenant, oui, je suis frustré parce qu'il y a plus de choses à passer. Ouais, maintenant, c'est que des, ou sinon, c'est des diplômes universitaires complémentaires. Oui, voilà, pour aligner les médailles sur le courrier en tête. Mais, des objectifs de chiffre d'affaires, quoi. Oui, mais c'est triste. J'étais plus dans l'idée, du bon élève qui poursuit jusqu'au bout. Bon, maintenant, elle m'a abandonné. Ça fait une paire d'années que j'ai la spécialisation. Mais c'était, dans cette idée de poursuivre la lancée. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais je ne suis plus du tout étudiant en quoi que ce soit. Je ne suis que travailleur. Et c'était un cap psychologique à passer. Bon, ça vous manque, les études ?
C'était la belle vie étudiant. C'était la belle vie. On apprend plein de choses. On rencontre beaucoup de monde. C'était ça qui était intéressant. Dans le métier, on en rencontre aussi, mais il y a quand même une barrière avocat-client qui est un peu différent. Donc ouais, j'aimais beaucoup voir du monde. Je trouvais que c'était détendu les études. Ouais. Bon, c'est passé. On peut avoir plusieurs spécialités. On peut en avoir plusieurs. Vous l'avez envisagé pour d'autres matières ? À courir de tous les côtés, on peut avoir plusieurs spécialités. On n'attrape aucun lièvre. Voilà. Alors, la notion de les spécialisations, ça arrivait, je sais plus, dans les années 90 ou 2000. Au début, ça n'existait pas chez les avocats. Et pour les anciens avocats, on leur a dit, vous avez juste à cocher qu'est-ce que vous faites, et puis on vous donne le titre automatiquement. Donc, il y a les avocats d'avant 2000 qui ont plusieurs spécialisations. C'était un peu méchant à dire de ma part, excusez-moi, mais c'était juste une case à cocher. Et après une certaine date, il fallait passer ce diplôme-là. Ouais. Et c'est assez simple. Si vous prenez un tableau de l'ordre du barreau d'Épinal, vous voyez que tous les anciens ont 2-3 spécialisations, et dans les nouveaux, il y en a que une en général, voire deux. Il y en a qui font droit des sociétés et droit du travail, ou cumulent des domaines quasi proches. Une deuxième spécialisation, je sais pas. Oui, je vois pas ce que ça apporterait de plus. Je l'ai jamais envisagé, puis j'ai pas de domaine hormis le droit rural, mais il faudrait que je parte de zéro. Donc, ou le droit du travail. Oui, le droit du travail, mais je suis pas. Faut faire de la défense employeur, je pense, pour avoir un intérêt à faire cette spécialisation. J'ai une amie qui l'a passé et elle fait exclusivement de la négociation de départ de salariés. Elle a bien bachoté son droit du travail pour pouvoir répondre à des questions en droit du travail employeur, mais elle a quand même fait valoir que, son dossier, c'était que des dossiers de négociation de départ et de CPH côté salarié, puisque c'est vraiment l'exclusivité de son activité. Et elle l'a obtenu, donc voilà, si ça peut ouvrir une porte. Mais en tout cas, je comprends ce côté. Ok, et donc vous dites c'est triste après, il n'y a plus rien, et en fait, après ça devient des objectifs de chiffre d'affaires, de co-caisse, mais globalement, on est travailleurs et voilà quoi. Non, je rigole un petit peu en disant ça. C'était juste dans l'esprit passé les de bon élève. étapes pour arriver à quelque chose. Non, on n'est pas triste de travailler pour faire un chiffre d'affaires. C'est pas l'objectif, le chiffre d'affaires, mais faut toujours le regarder. Tiens, ça me fait penser à un autre conseil, comme disait mon patron. Il me disait, faut toujours regarder s'il y a la pièce essentielle dans le dossier. Et la pièce essentielle, c'est la facture, elle est réglée. Parce que c'est triste à dire, mais un cabinet d'avocats qui ne paye pas ses charges finit par s'écrouler. Et c'est pas des choses qui n'existent pas. J'en connais plusieurs, des confrères. Il y en a sur le barreau ou dans d'autres barreaux qui ont arrêté ou qui ont été jusqu'à la liquidation parce que le système ne tournait pas. Donc, c'est sûr. J'ai accompagné une cliente qui fait du droit commercial et du droit des entreprises en difficulté et qui disait, moi, parfois, ça me brise le cœur d'accompagner des entreprises qui ont 50, 70, 90 000 euros de chiffre d'affaires qui est dehors, des factures impayées et qui sont jamais allés les chercher, quoi, et qui n'ont rien mis en place pour que cet argent rentre. Et c'est des gens qui finissent en liquidation alors qu'en fait, leur activité tourne et que voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça échappe aux avocats aussi. Et donc, on se souviendra de l'anecdote de la pièce essentielle. D'accord. Et donc, vous avez la spécialité. Vous intervenez aussi dans les autres matières, donc notamment droit de la famille pénal et un petit peu de droit du travail pour un petit plaisir. Votre associé fait beaucoup de droit immobilier. Et j'ai croisé une troisième avocate. Oui, maître Nagent. Partage nos bureaux sur Épinal. Elle est installée sur Épinal et sur Remiremont. Oui. Donc un peu le même concept, mais on a juste un partage de locaux sur Épinal avec maître Nagent. Ouais. Vous avez envisagé d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice ? Notre objectif avec nos nouveaux locaux, c'est d'avoir un secrétariat. On va se lancer dans une étape qui est importante en profession libérale, moi que j'ai jamais fait. Et, je me pose beaucoup de questions parce que je suis le premier à aller critiquer des employeurs qui ne respectent pas les conventions collectives. C'est une étape psychologique à franchir, de se dire on embauche quelqu'un. Ouais. On emploie quelqu'un et on se la pose. Là, enfin, c'est pas on se la pose, c'est que l'annonce va paraître dans les prochains jours sur Le Bon Coin, quand on saura exactement quand est-ce qu'on emménage dans nouveaux locaux pour pouvoir l'accueillir. C'est une étape de vie dans un cabinet. Quelles sont les questions que vous vous posez justement ? Vous dites c'est une étape, je me pose plein de questions. Qu'est-ce qui vous traverse la tête, que ce soit en observation et en question par rapport à cette embauche ? C'est rigolo que là, on déborde un petit peu du métier d'avocat. C'est vraiment la notion profession libérale en tant que telle, mais qui est beaucoup similaire à d'autres professions libérales. On entend beaucoup de choses. Alors, je me suis beaucoup renseigné sur le site de l'URSSAF. Je vais prendre attache avec eux pour savoir comment on peut faire. Savoir déjà un contrat temps partiel. Comment ça marche ? Combien d'heures au minimum ? Combien d'heures au maximum ? Puis s'il y a un arrêt maladie, qui c'est qui paye ? Comment ça marche ? Et puis s'il y a une maternité.
toutes des questions que finalement je ne sais pas. Parce que tous les clients que je défends, la question accident de travail ou la question, c'est du point de vue salarié, et tout le système se met en place tout seul. Mais qu'est-ce que ça coûte pour un employeur pour qu'on ait un budget qui soit... Et puis après, trouver la bonne personne. Alors, on va commencer les entretiens. Dans le cabinet où j'étais avant, il y avait 3 postes de secrétaire, et puis de temps en temps, tous les 2-3 ans, il y en avait une qui démissionnait pour X ou Y raison, faire une autre activité, une qui déménageait, enfin peu importe. Je voyais la difficulté que ça pouvait être de recruter. Alors il y avait aussi cette petite anecdote, je m'en souviendrai toujours. Mon maître Velzer avait fait une annonce sur Pôle emploi. J'ai dit, mais et si vous passiez sur Le Bon Coin, une annonce sur Le Bon Coin, parce que pour lui, c'est toujours été, on cherche quelqu'un, on passe par Pôle emploi. On a mis une annonce sur Le Bon Coin, les CV ils sont explosés. On passait de 2 CV par jour à peut-être 50 CV par jour. C'est fou. C'est dingue. Donc c'est des petites choses comme ça, hein. Mais c'est plus psychologique. Alors c'est plus le côté pas avocat, mais le côté employeur. Le côté employeur, et puis surtout employeur de gauche, pardon, mais de se dire, c'est quand même important pour quelqu'un de fournir un travail contre une rémunération, de se dire, oui, mais je la paie ou je le paie à juste rémunération, ou pas assez, ou trop, ne pas exploiter, ne pas non plus trop dépenser pour un travail qui serait pas fourni, trouver le bon quantum horaire, quelle mission faire. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de demander à ce secrétaire, qu'est-ce qu'on ne peut pas? C'est une question. Voilà, demain, je prends une secrétaire, la plante a plus d'eau ou il y a de la poussière par terre. Est-ce que je peux me permettre de lui demander de le faire? Moi, je le fais, hein, c'est pas le souci. Mais alors, à ce moment-là, c'est pas une secrétaire, c'est une femme de ménage. Mais la secrétaire, il y a une urgence, il faut faire un courrier. Est-ce que je peux lui laisser juste dicter le courrier sans le relire et lui dire de l'envoyer tout de suite? C'est des choses d'employeurs débutants que je me pose, mais je suis convaincu que dans un an, si on se revoit, je vous dirai, c'était la meilleure décision de ma vie, on a trouvé un partenariat parfait, ça se passe très bien, mais c'est une petite appréhension. C'est rigolo les questions que vous vous posez sur le contrat, du coup combien ça va, avec les charges, combien ça va vous coûter, les cotisations. Oui, mais vous avez aussi parlé du type de contrat à temps partiel, du coup, après, derrière, en cotisation, qu'est-ce que ça a représenté, etc., etc. Vous avez dit que vous avez sollicité l'URSSAF pour avoir des réponses à vos questions? Alors, pendant les vacances de Noël, je me suis amusé sur leur site et j'ai vu qu'on pouvait prendre rendez-vous, c'est Allo Premier Emploi. Enfin, il y a un service qui existe pour les bébés employeurs. Ah, c'est drôle. Pour répondre à toutes ces questions. Et vous avez pensé contacter un avocat qui interviendrait principalement en droit du travail côté employeur? Non, parce que c'est pas tellement la rédaction du contrat de travail, c'est pas tellement l'histoire du coup que ça peut être, même s'il faut avoir la chose. C'est véritablement être dans les clous. C'est que je me vois pas employer quelqu'un et puis me planter et le mettre en dessous de la convention collective parce qu'il y avait tel prix. Par exemple, je dis une chose toute bête, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la convention collective des secrétaires d'avocats, ils font un 13e mois, par exemple. Ouais. Bon, c'est des petites mais choses. Je crois que ça fait partie des choses que font les avocats qui font du conseil en droit du travail. Je sais, oui. J'entends bien, mais c'était pas tellement cette question-là. Et puis la question du coût, on va pas se mentir, avec le barème Macron, alors c'est plus de la politique que du droit que je fais là, mais avec le barème Macron, aujourd'hui on peut licencier quelqu'un comme un malpropre et ça coûtera rien du tout. Ouais. C'est pas une question de coût, c'est une question d'être honnête avec quelqu'un. Si on passe un contrat, qu'on soit tous les deux d'accord sur le contrat, bien sûr, mais que ce soit du gagnant-gagnant. C'est un mélange entre du juridique / comptable et du slash humain et du humain. C'est un mélange entre du... Non, mais c'est intéressant parce que pour accompagner et échanger avec pas mal d'avocats en droit du travail, et des deux côtés, mais aussi côté employeur, en fait, beaucoup se positionnent comme presque un mélange entre un directeur juridique et un DRH qui aurait une casquette juridique très poussée, en fait. Et ce que je comprends de leur accompagnement, c'est qu'en fait, c'est tout ça. C'est-à-dire le conseil à l'employeur qui souvent, en fonction du type d'entreprise qu'ils accompagnent, mais peut aussi être une entreprise sans DRH ou sans RH. Donc, du coup, directement le patron qui a probablement aucune connaissance en droit social et qui, de toute façon, se pose des questions très opérationnelles aussi d'équilibre budgétaire, de justesse, tout ce que vous avez évoqué, de justesse de la rémunération par rapport à la compétence et par rapport au temps de travail. Ça rejoint des questions d'organisation, ça rejoint des questions de... Enfin bref, ça rejoint plein de questions qui sont à la fois stratégiques et à la fois humaines. Je m'étonne, je souris, ou je sais pas, que vous ayez pas associé... Mais c'est pas un reproche, hein, c'est juste ça me rappelle une avocate récemment qui
qui fait pas du tout, qui d'ailleurs je pense fait du droit du travail, qui s'est installé, s'est posé la question et qui s'est installé en s'associant avec quelqu'un, s'est posé la question de la structuration de l'activité, quel type de société, le choix du statut, faire les statuts, le dépôt, toutes les formalités au greffe et tout machin. Ça a été un cauchemar de A à Z pour elle et elle dit mais pourquoi n'ai-je juste pas fait appel à un avocat en droit des sociétés dont c'est le métier qui aurait tout fait pour moi, qui m'aurait conseillé sur le type de structure et tout. Et donc bref, les cordonniers entre guillemets presque les plus mal chaussés, mais je pense aussi que même au sein de la profession, il y a une sorte de méconnaissance de ce sur quoi peuvent accompagner les uns et des autres, quoi. Oui, l'anecdote sur le type de société, nous on a fait une AARP, une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle. On s'était posé la question, on a acheté des livres, on les a lus, on a fait le choix du plus simple. C'est des petites appréhensions, on se serait rencontrés dans 6 mois, je pense que tout ça aurait été balayé. Ouais. Le conseil à un avocat, oui, peut-être cordonnier plus mal chaussé. Il doit y avoir une part de vrai dans ça. Non, mais après, moi, c'est ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est du coup d'échanger avec des gens à un instant donné de leur développement. Et je pense que les questions que vous vous posez, vous n'êtes pas du tout les seuls. Le seul est parmi mes auditeurs, je pense qu'il y en a qui se posent exactement les mêmes questions. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi avoir fait le choix de commencer par une ou un secrétaire plutôt que par un ou une collaboratrice? Alors ça, c'est aussi la difficulté du barreau d'Épinal. Bon, peut-être moins cette année, mais ça faisait quelques années où beaucoup de cabinets avaient du mal à recruter sur Épinal. Notre structure, elle a commencé il y a 2 ans. Donc les 2 premières années, on a eu le temps d'absorber la perte d'activité liée à la perte de notre collaboration. Oui. Et donc, en travaillant, en s'organisant, on a réussi à monter et à absorber le volume de dossiers. D'accord. C'est vrai qu'on aurait pu faire le choix ou collaborateur ou secrétariat. Il y a une pratique qui existe et que je trouve scandaleuse, c'est de prendre des collaborateurs pour leur faire secrétaire. On est d'accord. Je l'ai jamais eu, j'ai jamais eu le cas. J'étais super bien dans mon ancien cabinet, mais je pense pas. Moi, à Épinal, j'en vois pas qui font ça. Mais j'ai eu des retours de certains confrères, enfin de jeunes confrères qui vivaient ça. Ouais. En fait, il faut comprendre, un collaborateur, ça coûte selon... Alors, il y a des ordres qui fixent des montants. Épinal, c'était 1800, c'est passé à 2000 euros. 2000 euros brut pour un employeur. Une secrétaire au SMIC, à temps plein, avec un 13e mois, on doit être un peu plus en brut. On doit être à 2400, 2500 euros brut. Oui, ça inclut les charges ? Il n'y a pas de charge, il n'y a que des cotisations sociales. Les cotisations sociales, la pardon. cotisation sociale qui payera notre école et qui payera notre hôpital. Non, je veux dire pour l'assistante. Pour un salaire, faut faire un calcul à peu près simple, mais si on est sur une base quasi SMIC avec un 13e mois, on doit être à 1800 euros brut pour le salarié pour un temps plein, et si on rajoute les cotisations patronales, on doit être à 2200, 2300 euros pour un 35 heures avec des congés payés, enfin bref, une secrétaire qu'il faut bien respecter si on veut qu'elle reste et qu'elle ne nous mette pas au prud'homme. Oui. Alors que si on prend un collaborateur qui lui va coûter 1800 euros ou 2000 euros, qu'on lui met les horaires qu'on veut, qu'on lui dit tes dossiers, tu les traiteras pas personnels, et puis il faut que tu prennes le téléphone de telle heure à telle heure, et puis il faut que tu fasses tel courrier aussi ou ça coûte beaucoup moins cher de prendre un collaborateur. C'est presque comme si on disait qu'il y avait beaucoup d'avocats qui faisaient du travail dissimulé finalement, mais collaborateur, c'est l'équivalent de auto-entrepreneur. On en voit malheureusement, et c'est un statut qui est pas bon. Donc nous, dans notre développement, je pense qu'il vaut mieux qu'on commence par une secrétaire qui, nous prendra le téléphone, du vrai secrétariat, nous fera des courriers, nous fera des scans de pièces, ce genre de choses. Et une fois que le volume de taux au secrétariat sera atteint et qu'on se rendra compte que notre problème, c'est de travailler des traités dans le fond, et effectivement, on prendra un collaborateur ou on prendra un 3e associé, je ne sais pas quel système on fera, qui travaillera le fond des dossiers. Mais dans le développement, voilà, je sais que si on avait pris un collaborateur, ça aurait été un collaborateur pour faire de la mission de secrétariat et ça n'aurait pas été honnête. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de cabinets qui se sont effectivement séparés des salariés, paralégales, secrétariat, tous ces corps de métier-là, parce que en fait, un collaborateur, comme vous le dites, coûte moins cher au global. J'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser, où il y a une remise en valeur des métiers du secrétariat et de l'assistance, probablement aussi parce que le marché s'est tendu sur le recrutement des collaborateurs. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, nous, sur ma 2e activité avec Iris et Thémis, où on diffuse des offres de recrutement, nos clients, on leur fait mentionner quand il y a secrétariat ou assistance dans le cabinet, parce que du coup, c'est une forme d'assurance pour le collaborateur qu'il fera son travail d'avocat et pas du travail de secrétaire /assistant, en plus de son travail d'avocat, ou en substitut de.
Donc, ok, intéressant. Donc là, c'est votre enjeu du moment. Vous allez poster l'offre. Donc, vous avez déjà des entretiens qui sont prévus ou vous êtes sur le point de poster l'offre? Je veux juste un petit coup de fil avec l'URSSAF pour la question du temps partiel ou du cumul d'activités si c'est quelqu'un qui a une activité parce qu'on aurait besoin d'un volume horaire de 16 à 20 heures, grosso modo. Ouais. Donc, on est dans un entre-deux qui est pas exceptionnel. Donc, après, la question sera de se poser si on pousse à 24, si on réduit à 12 avec quelqu'un qui aurait une activité tierce ou si c'est quelqu'un qui était entrepreneur. On en voit, on a des clients comme ça qui font de l'auto-entrepreneuriat dans de la vente, ce qui peut faire quelque chose à côté en salarié. Il y a aussi des secrétaires qui font de l'auto-entrepreneuriat. Ouais, j'allais vous dire, sur Malte, vous pouvez en trouver des assistants et des assistantes juridiques. Sur Malte? Ah ouais. Moi, c'est là que j'ai trouvé mon assistante qui est freelance. Et voilà, parce que j'ai pas besoin d'un temps plein et mes besoins sont assez fluctuants. Je préférais avoir, entre guillemets, je sais pas si j'aurais envie d'avoir les besoins, parce que ça suggérerait que j'ai une activité qui a beaucoup grossi et je sais pas si j'ai envie que mon activité avec Fleur d'Avocat grossisse autant, mais je suis comme vous, dans l'absolu, je préférerais que ce soit du contrat de travail. Mais en tout cas, c'est des profils qu'on trouve sur des plateformes aussi comme Malte. Après, peut-être que c'est moins le cas. Mais je dis ça, mais la dernière fois que j'avais fait une recherche sur Malte, c'était pour de la retranscription audio en écrit. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en milieu rural et qui travaillent comme ça. Ah, il y en a énormément. Tous les mois, on reçoit, je suis secrétaire entrepreneur, c'est le temps de dictée, je sais plus, 50 € le temps de dictée, mais c'est pas pareil. Je suis peut-être un peu vieille école, mais ce qu'on souhaite, c'est avoir une secrétaire qui soit présente sur place au moins les matins pour accueillir le badaud qui vient sonner. Tiens, il y a de la lumière, je voudrais un rendez-vous. Avoir quelqu'un qu'on connaisse, sur qui on puisse compter, c'est une pierre angulaire, le secrétariat. Il y a beaucoup de métiers qui sont peut-être qui ont été trop longtemps dévalorisés pour X ou Y raison. Comme tout bon juge a son greffier, tout bon avocat a sa secrétaire. Ouais, non, mais je vous rejoins. Moi, mon système n'est pas. Encore une fois, je pense que pour une activité plus pérenne, vous êtes 2 avocats où il y a, je pense, beaucoup plus de paperasse que ce que je n'ai moi. Je n'aurais pas fait un autre choix que le vôtre. Je trouve que c'est beaucoup plus sain comme mode de fonctionnement qu'un freelance, surtout quand il y a un besoin structurel important qui justifie une pérennité, quoi. Oui, puis c'est plus continu, nous. C'est des horaires de semaine, donc. Et en politique, ça fait longtemps que vous êtes investi ? Parce que vous avez quand même envisagé. C'est le second péché mignon, là. Ça fait. Je veux dire, vous avez quand même envisagé les législatives, donc vous avez même couru pour les législatives, donc du coup, c'est quand même c'est pas anecdotique, quoi. Non, c'est pas anecdotique. Tout le temps de la fac, je me posais pas la question de la politique. J'avais un copain qui faisait sciences politiques. J'écoutais 2-3 fois ce qu'il dit, mais bon, avec le recul, c'était pas le bon conseil, mais c'est pas grave. J'irais c'est à partir de 2017 où on s'est confronté à des choses qui n'avançaient pas. J'étais un grand fan de François Ruffin, qui arrivait en 2017 à l'Assemblée nationale et qui tenait un discours différent. Je me dis, putain, il dit pas que des conneries. Alors, on peut dire ça à beaucoup de monde, c'est un peu facile à dire. Et c'est comme ça que je l'ai un peu suivi de fil en aiguille. En m'installant à Neufchâteau, j'ai dégagé un peu plus de temps. Ouais. Je me suis intéressé à la chose. J'ai rejoint les groupes qui y participaient. Il faut bien comprendre que avocat ou même juge, le juge applique la loi, mais tout va dépendre de celui qui fait la loi, du législateur. Et quelquefois, je suis désolé, j'ai plaidé des dossiers où ça me semblait injuste parce que c'est le terme, mais c'était pas illégal, c'était conforme à la loi. Et il y a une petite frustration. Il y a une petite frustration et je me suis dit l'étape d'après c'est d'aller changer l'Assemblée nationale. Alors je suis pas Don Quichotte à aller me battre contre des moulins, mais il y a des messages à faire passer, il y a des injustices sociales, il y a des injustices fiscales. J'ai vu des choses effarantes dans les Vosges. Il y a une audience qui s'appelle les Écofis. C'est les mardis après-midi à 14h30, à 13h30. C'est l'économique et financier. Il y a des patrons de boîtes qui sont poursuivis. Il y a une chose, et je me rappelle encore, j'ai eu discuté avec un substitut procureur, je vais pas citer son nom, mais il y avait un commissaire aux comptes de KPMG qui avait clairement pas fait son boulot. Le commissaire aux comptes, c'est quelqu'un qui est payé pour bien vérifier que les comptes sont bien faits quand on a une grosse entreprise. Ouais. Moi, je suis pas dans le circuit, mais je suis assez malin pour comprendre ça. KPMG a été condamné, mais pour délit au tribunal correctionnel. Je sais plus quel était le terme, mais peu importe. Mais le commissaire aux comptes n'a pas été poursuivi. Alors que c'était un jeune de, je sais pas, il doit avoir 30-35 ans. C'est la responsabilité de l'entreprise, quoi. Oui, mais le commissaire aux comptes, il engage sa responsabilité personnelle aussi. Donc il y a eu des choses là. On voit passer des choses
qui sont un peu limites parce que c'est pas illégal. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me porter candidat aux élections législatives. Malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, chacun. Vous envisagez de vous reporter candidat ? Battu une fois, mais peut-être pas pour toujours. On pose souvent la question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le hasard fait que sur Épinal, le député est un avocat, Stéphane Viry, député LR. Sur Nancy, il y a Maître Guillemard qui est avocat LR-EM, En Marche. Donc ça aurait fait un meilleur équilibre. Comme ça, il y aurait un avocat NUP, mais c'est pas grave. Se représenter, moi, j'avais jamais fait de politique. Je m'étais jamais présenté à quoi que ce soit. Il y avait un courant qui était celui de la NUP, qui était celui de l'Unité. On a discuté entre tous les militants de notre coin pour voir qui pouvait être candidat. Moi, je me suis porté candidat en disant, voilà, j'ai un petit profil, mais s'il y a quelqu'un qui pense mieux faire, qu'il y aille. Et on s'est mis d'accord. On était une seule équipe, on était soudés. Je sais pas ce qui se passera dans plusieurs années. Oui. Moi, on m'avait dit, présente-toi à la mairie de Neufchâteau ou ce genre de choses. Non, c'est pas mon métier. Moi, je saurais pas être maire. Ouais. Et je pense que j'aurais pu savoir être législateur parce que je vois comment la loi est appliquée ou à minima conseiller les personnes qui le seraient. Ouais. Ok, intéressant. Comment vous voyez la suite pour votre cabinet ? De quoi vous avez envie pour la suite ? C'est une bonne question. Je vois déjà notre beau local sur Neufchâteau. C'est une ancienne mutuelle qui va devenir notre beau cabinet. Il y a un petit parking à côté. On va remettre un beau macadam. On va mettre une belle prise pour les voitures électriques. Je vois ce genre de choses. Sur du plus long terme, oui, le développement que j'aimerais beaucoup, c'est de faire une vraie antenne sur Épinal. Là, on a un bureau, pas pied à terre parce que c'est un beau bureau. Faire peut-être un plus grand partenariat avec des avocats d'Épinal. Un système de secrétariat à temps plein où il y aurait pas de discussion à avoir, et puis que les choses se passent bien. Je vais pas aller à New York, très concrètement. Je suis convaincu que je resterai dans les Vosges, et que si je quitte les Vosges, c'est parce que le hasard aura fait que je ne puisse plus exercer la profession, mais je me vois pas changer de département en tout cas. Quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie ? Dans un dossier, sur un délibéré ? Comme vous voulez, ça peut être de la vie perso aussi, la dernière. C'est pire que le test de Rorschach, ça. Parce qu'il y a une tâche. Elle est dure cette question. C'est quoi votre dernière joie à vous ? Ma dernière joie, je pense que c'est là, en venant, j'ai reçu un petit vocal d'une cliente de Iris et Thémis, donc la deuxième entreprise, qui a fait une offre à une candidate qui a déposé sa candidature par le biais de notre site, qui est assez confiante sur le fait qu'elle aura une réponse et qui me dit qu'elle est très contente. Et voilà, je pense que ma dernière joie, c'est ce retour assez enthousiaste d'une cliente. Alors je partage, c'est vrai que ça fait toujours plaisir un petit mail. Ah si, tiens, j'ai eu un message de bonne année d'un monsieur, je peux pas citer son nom, mais c'est un ancien qui a 85 ans, qui a travaillé dans la restauration toute sa vie et qui est embêté pour des petites affaires devant le tribunal administratif et qui m'appelle juste pour me souhaiter la bonne année. C'est une petite chose, mais de la part de ces anciens, ça m'a fait plaisir. Mais au-delà, oui, à chaque fois qu'on a un petit mail de remerciement ou quelque chose, même au-delà, oui, ça me fait penser à un dossier que j'ai perdu. Un dossier que j'ai perdu. Bon, c'est de la faute à pas de chance, on va dire. Mais les gens m'ont quand même vivement remercié pour ils avaient eu la conscience du travail qui a été effectué, même si c'était perdu, ils m'ont remercié. C'est vrai que c'est des petites joies du quotidien. Ça veut pas dire que si des clients ne le font pas, c'est pas très grave, mais c'est des petites choses comme ça qui font plaisir. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? C'est pas toujours mes vêtements de la vie civile. J'ai pas de petits slip fétiches ou de petites agrafes ou quoi que ce soit. Non, c'est comme McDonald's, c'est venez comme vous êtes et vous mettez la robe par-dessus. Donc si vous êtes mal habillé, ça se verra pas. Merci beaucoup François-Xavier pour cet échange. Merci à vous, c'était un plaisir. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!